qu'on rend aux personnes. La société occidentale devient de plus en plus radicale et devient de plus en plus polarisée. C'est-à-dire qu'au lieu de régler des différends à l'amiable, maintenant on se polarise davantage et on écarte nos opinions. Et la société devient plus radicale dans la mesure où avant on pouvait avoir des joutes verbales, maintenant ça devient des joutes directement au poing, voire à l'arme blanche, voire directement, bon là heureusement que c'était à billes, mais c'était par fusil. Je pense que ça se joue sur plusieurs éléments pour rester sur le cas français. En fait, en France, globalement, on a assisté à ce que Marcel Gauchet appelle le désenchantement du monde, avec la perte du sacré, la perte de la figure d'autorité qu'incarnait le général de Gaulle en mai 68. Et petit à petit, en fait, on est arrivé vers un délabrement de la société. Et le point qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que notre état de droit et nos règles sécuritaires et judiciaires sont en rapport avec l'évolution de la société. Moi, je pense que l'état de droit sur lequel on a construit à l'après 45 et après la Seconde Guerre mondiale n'est plus adapté à l'état de société actuel. Face à cet ensauvagement de la société, il faut que l'état de droit soit plus sévère, il faut que les règles soient plus adaptées à l'état de la société actuelle qui devient de plus en plus violente. Et tant qu'on n'arrivera pas à arriver à un rapport de coût-bénéfice, ça veut dire que la personne se permet ce type d'agression parce qu'elle sait qu'elle aura quasiment rien et que les suites judiciaires seront très faibles. Et il faut que les personnes risquent plus que ce que ça pourrait rapporter comme agression. Oui. Répéter presque, pardonnez-moi ce terme, mais systématique dans certains cas. Faut être précis. La société occidentale est marquée par la polarisation et la radicalité, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Mais l'Europe, spécifiquement, est décrite par les autres pays. Quand vous lisez la littérature, ou par exemple, comme on travaille sur le conflit entre la Chine et les États-Unis, on lit tous les discours de Xi Jinping. Et ce que dit Xi Jinping, c'est que l'Europe est le ventre mou du monde et que c'est là où il y a le plus de violence. Et même la Russie, Vladimir Poutine et les autres pays considèrent la même chose. Spécifiquement en France, pourquoi est-ce que vous avez un point spécifique sur la violence par rapport aux autres pays européens, donc encore plus grave que l'Europe? C'est qu'en fait, en Europe, on a eu plusieurs sujets. Je pense qu'il y a eu un sujet qui était lié à l'immigration de masse, notamment de l'immigration sous-qualifiée, qui n'avait pas de brevet. C'est notamment l'OCDE qui le pointe. C'est-à-dire que l'immigration française qui vient en France est moins qualifiée que celle qui arrive au Royaume-Uni, qui arrive aux États-Unis, qui arrive au Canada. C'est-à-dire qu'on a mal choisi l'immigration et qu'une immigration qui ne pouvait pas arriver en France. Il y a un deuxième point, c'est ce qui s'est passé dans les années 60. C'est le choc culturel que nous avons pris avec mai 68, notamment avec la perte de la figure d'autorité du général de Gaulle. Le message adressé en 68, c'était la figure d'autorité est morte, on abat la figure symbolique du général de Gaulle, et donc du coup, on interdit d'interdire. Et quand vous interdisez d'interdire, est-ce que les règles et les règles de droit sont encore applicables auprès d'une partie des individus qui se disent on peut s'affranchir des règles et on vit dans une société de plus en plus anarchique? Et puis, il faut être précis. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde sur un effectif de 100 personnes, donc la population française, ça ne veut pas dire que les 100 personnes deviennent de plus en plus radicales. C'est-à-dire qu'il y en a toujours 5 à 10% qui deviennent très, très radicales, et ceux-là deviennent de plus en plus radicaux. Moi, c'est pour ça, pour répondre aux policiers, que je pense qu'il faut les enfermer, dans la mesure où, quand vous avez des personnes qui sont nuisibles, il faut les sortir de la société, et c'est le but de la prison. Et il faut protéger les 90-95% restants. Jonathan Sicsou, quand il parle, Jean Garrigue, je reviens à ce qu'il est dans ce cas-là. On a assez dénoncé l'individualisme pour ne pas être pour un discours sur la responsabilité collective. Mais je pense que la Covid, ce n'était pas une question de responsabilité collective, c'était plutôt une solidarité collective, une solidarité nationale de chaque personne qui s'entraidait entre eux. Par contre, là où moi je suis assez critique sur le discours d'Elisabeth Borne, c'est que je suis d'accord sur la philosophie de la responsabilité collective, mais je suis contre son discours parce que je pense que c'est un discours catastrophique qui nous mènerait petit à petit vers une politique de décroissance. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, quand elle parle de sobriété énergétique, ça aura des effets non pas uniquement pour cette année, mais sur les 10 années à venir, voire les 20 années à venir. C'est-à-dire qu'on dirige petit à petit la France à produire moins et à consommer moins, ce qui nous conduirait, comme dans les années 80, après les 2 chocs pétroliers, à un long déclin et à un long déclassement de la France, alors qu'au contraire, tous les autres pays sont en train de s'armer dans cette course à l'énergie, dans cette course à l'armement, dans cette course économique, cette course technologique. On a parlé, on n'en parlera pas du coup, mais... Donc c'est de prendre le problème par le mauvais bout. Moi, je pense qu'elle prend le problème par le mauvais bout. En fait, oui, il faut être solidaire dans ces cas-là, mais il faut tracer un chemin pour savoir quand est-ce qu'on va produire mieux et produire plus, notamment en matière énergétique. Et si effectivement le gouvernement subit la crise en Ukraine et que du coup qu'il y a un impact sur le gaz et sur le pétrole, on aurait pu avoir assez d'électricité, notamment en produisant plus de centrales nucléaires. Il y a 5 ans, on n'aurait jamais dû fermer Fessenheim. Et c'est Elisabeth Borne qui a annoncé la fermeture de Fessenheim. Donc le gouvernement peut parler de responsabilité collective face aux conséquences de la guerre en Ukraine, mais il ne doit pas s'exonérer de ses propres responsabilités dans le désastre de la politique énergétique qui a été menée notamment sur le choix de l'éolien et du renouvelable plutôt que sur le nucléaire. On reviendra moins désastreux qu'en Allemagne, par exemple. Moins désastreux qu'en Allemagne, mais... On reviendra tout à l'heure à l'hiver assez parlé, n'alimente pas cette envie de se mettre en scène en permanence. C'est un phénomène culturel qui touche une partie de la population qui pense que le rodéo est cool et que ça leur permet de progresser dans leur milieu social. En fait, vous avez la société, c'est Jérôme Fourquet qui a parlé d'archipel français au sein de certaines parties de la population.
Pour progresser dans ce milieu social, il y a certains codes. Ça s'appelle la loi du grand frère pour les milieux plutôt islamiques, la loi des gangs pour ceux qui font du trafic de drogue, et puis vous pouvez ajouter maintenant la question du rodéo. C'est-à-dire que des gens, pour progresser dans ce milieu social, pour se rendre cool, doivent faire du rodéo. Et vous êtes de plus en plus cool quand vous faites des rodéos, de plus en plus provocants quand vous narguez les policiers, etc. Je pense que le sujet essentiel, c'est de mettre une stratégie du choc pour faire en sorte que ça leur coûte plus cher que ce que ça pourrait leur rapporter dans leur vie sociale. Et pour ça, on a à peu près 3 solutions. La première, ce serait de s'inspirer des Britanniques pour faire ce qu'on appelle le percutage éventuel. Si vous avez un risque d'être percuté, est-ce que des personnes risqueront d'aller faire du rodéo ? Après, il y aura des limites, ça veut dire avec des effets de risque de blessure. Mais en France, on doit inverser cette logique dans la mesure où on pense davantage à la sécurité des auteurs du rodéo qu'à la sécurité des riverains et des policiers. Il y a un deuxième élément qui permet d'avoir moins de risques, c'est de changer les règles de liberté publique pour permettre de fliquer les gens à travers des drones afin de les prendre en flagrant délit. Mais ça suppose de revoir, et Jean Garrigue le expliquera mieux que moi, les règles du Conseil constitutionnel et les règles de l'État public actuel, RGPD, etc., pour utiliser ce moyen, et ça permettrait d'économiser des policiers au lieu de les envoyer sur le terrain pour aller fliquer les rodéos, vous les envoyez ailleurs pour protéger la population, notamment sur les actes de délinquance et de criminalité. Il y a un troisième acte, c'est ça le plus important, c'est de protéger les policiers, et c'est une réflexion qu'on doit porter pour permettre aux policiers d'intervenir quoi qu'il arrive. Et donc il faut changer le cadre des policiers pour les encourager à intervenir, parce qu'actuellement les policiers ont peur d'intervenir dans la mesure où si par cas ils interviennent et qu'il y a un problème, c'est eux qui portent la responsabilité plutôt que l'auteur du rodéo. Oui, et puis là en l'espèce, protéger les enfants aussi, parce que là, ce sont des parents qui ont mis en danger la vie de leurs propres enfants qui avaient sans doute rien demandé à d'autres. Je pense que les deux conduiraient à une catastrophe économique ou sociale. Pourquoi est-ce qu'il y aura une catastrophe économique ? Si vous demandez aux entreprises de réduire leur consommation énergétique, on sait depuis la crise des 2 chocs pétroliers qu'il y a une corrélation directe entre la production et la consommation d'énergie. Donc si vous demandez aux entreprises de moins consommer d'énergie, il y aura moins de production. Et ensuite, après, qui va payer les boucliers tarifaires, les différentes aides et les mesures de soutien de pouvoir d'achat ? C'est une crise on arrivera à une crise économique. Stagflation, c'est-à-dire que le taux d'inflation sera supérieur au taux de croissance et on arrivera sur 10 ou 20 ou 30 ans de déclassement économique. Si vous demandez aux ménages de se restreindre énergétiquement, vous avez un risque qu'ils aillent dans la rue. Et donc, du coup, le gouvernement pourrait tomber. Je pense que les deux sont des mauvaises solutions et qu'il faut réfléchir à autre chose. Je pense que le sujet essentiel d'Emmanuel Macron et du gouvernement, c'est de savoir comment on peut produire assez d'énergie pour passer l'hiver, en sachant que l'hiver prochain, normalement, on tiendra parce que nos centrales nucléaires redémarreront. Et on a 2 moyens concret pour y arriver. Je pense que le premier moyen, c'est de combler notre déficit en gaz auprès de nos relations particulières et auprès des pays auxquels on a tissé un lien très fort, notamment les pays du Golfe et les pays du Maghreb, quitte à marcher sur différents principes, comme l'a rappelé Jonathan Sixou. Le deuxième point qui est essentiel, c'est de savoir si on reste et si on suspend le marché européen de l'énergie. Il faut savoir que le prix du gaz, le prix de l'électricité, est indexé parce que c'est les Allemands qui ont fixé les règles de production. Les Français ne payent pas le coût réel de production. C'est-à-dire que les Allemands ont introduit une règle, comme ce sont des grands génies en matière énergétique depuis 20 ans, ce sont des pires fous. En fait, ils ont indexé le prix de l'électricité sur le prix du gaz. Et comme le prix du gaz a augmenté avec la crise en Ukraine, c'est comme ça que notre prix d'électricité a monté. Donc si par cas on veut sauver les Français, notamment du pass énergétique et de l'augmentation sans bouclier tarifaire, il faudrait peut-être suspendre notre implication dans le marché énergétique européen. Elle pourrait arriver bien plus tôt qu'on ne l'imaginait. Moi, je vais surprendre. Je pense qu'il n'y aura pas de rentrée sociale explosive. C'est vrai ? Je pense, c'est mon avis. En tout cas, je peux me tromper, mais en tout cas, je l'aurais fait en direct, ce sera enregistré. Je pense qu'en fait, on aura des manifestations sectorielles sur les syndicats, sur les réformes d'assurance chômage et de retraite, mais les syndicats vont mobiliser une partie et ils ont de plus en plus de mal à mobiliser. Je vais prendre une différence. C'est-à-dire que quand ils ont mobilisé pour la dernière réforme des retraites en 2019-2020, ils ont mobilisé en pic jusqu'à 600 000 personnes. Pour la réforme Sarkozy, il y avait 2 millions de personnes dans les rues. Donc ils ont divisé par 3 leur potentielle mobilisation. Et je pense qu'ils vont défendre sectoriellement. Pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas de crise de gilets jaunes avant l'hiver ? Avant l'hiver, c'est parce qu'en fait, les Gilets jaunes ont une représentation politique avec la France Insoumise et le Rassemblement national. Et donc, du coup, ils ont une voie d'expression parlementaire et légale. Merci à tous les 3.